C'était un magnate solitaire, froid, propriétaire d'une fortune que le monde entier enviait, mais son univers s'écroula lorsque, sur une route oubliée, il rencontra une vendeuse qui le désarma complètement. Elle était le portrait craché de l'ex-femme qu'il avait pleuré pendant près d'une décennie, les mêmes yeux, le même sourire, la même absence profonde, et en découvrant son identité, l'empire en lui commença à s'effondrer. Car certains spectres reviennent, non pas pour hanter, mais pour éveiller. Le soleil tapait sans merci sur l'asphalte fissuré lorsque la voiture de luxe de Laurent Dubois toussa et s'éteignit au bord d'une route de campagne à plus de 40 kilomètres de toute ville reconnaissable. C'était un samedi matin et il avait une visioconférence prévue avec des cadres de Dubaï dans moins de 2 heures. Mais là, au cœur de la campagne française, son véhicule importé n'était plus qu'un amas de métal inutile. Son blazer jeté sur le siège passager et son téléphone portable sans signal, il commença à marcher vers un petit marché improvisé niché sous quelques arbres. C'est alors qu'il s'arrêta net. Derrière un simple étal de fruits, une jeune fille, ou peut-être une femme naissante, arrangeait des paniers d'oranges avec une précision délicate qui semblait déplacée dans cet environnement poussiéreux. Mais ce n'était pas cela qui le figea. C'était son visage, c'était Claire. Ou quelqu'un d'identique à elle. Et à cet instant, Laurent oublia la voiture, la réunion, et même son propre nom. Laurent Dubois n'était pas un homme de la campagne. À 46 ans, il dirigeait l'une des plus grandes corporations logistiques d'Europe, avec des routes qui traversaient les océans et des revenus se comptant en milliards. Sa vie était un tourbillon de réunions dans des gratte-ciel étincelants, de nuits dans des hôtels 5 étoiles et de dîners avec des politiciens et des actionnaires. Depuis le décès de Claire, 9 ans auparavant, il était devenu encore plus inaccessible. Il vivait seul dans un penthouse silencieux dans le quartier le plus exclusif de Paris. Pas d'enfants, pas de visites, pas de vacances. Claire avait été son antithèse en tout point. Professeure de littérature, elle parlait de Victor Hugo comme on récite une prière. Elle prônait les après-midi sans téléphone portable, les promenades sans but, les dimanches remplis de crêpes maison. Laurent, toujours pragmatique, admirait son intellect, mais ne sut pas apprécier le reste. Leur mariage s'enfonça lentement, comme un navire sans fanfare, et quand elle le quitta, il supposa que c'était définitif, jusqu'au jour où il reçut l'appel. Claire était morte dans un accident de la route, revenant d'une ville qu'il ne savait même pas qu'elle avait visitée. Les funérailles furent discrètes. Il n'y eut pas de lettres, pas d'adieu, juste le silence. Laurent continua comme il savait le mieux faire, en s'immergeant dans le travail, les contrats, les profits. Mais une partie de lui ne guérit jamais vraiment. Et maintenant, elle était là, ou quelqu'un avec son même visage, les mêmes yeux noisettes, un ton plus clair que la normale, la même façon de s'attacher les cheveux, la même habitude de froncer les sourcils quand elle se concentrait. La jeune fille derrière l'étal de fruits semblait avoir 9, peut-être 10 ans. Elle portait une robe fleurie et des tongs usés. Ses mains étaient talies par la terre et une étincelle dans ses yeux qui ne s'éteignait pas. Laurent ne pouvait pas détacher son regard. Il sentait sa poitrine se serrer, ses jambes flancher, sa gorge s'assécher. Quelque chose en lui criait que ce n'était pas une coïncidence. Et ce fut à cet instant, sur cette route oubliée, avec l'odeur d'orange mûre et de poussière dans l'air, que tout commença à se délier. Pendant des années, Laurent avait désiré un enfant. Même au milieu de sa routine implacable, le désir d'une famille était la seule vulnérabilité qu'il admettait. C'était peut-être l'héritage d'une enfance froide, élevée par des tuteurs et des nounous, sans chaleur ni repas partagés. Il voulait construire quelque chose de différent, quelque chose avec un cœur. Claire le voulait aussi, du moins au début. Dans les premières années de leur mariage, ils en parlaient comme on planifie un jardin, avec soin, anticipation et une certaine poésie. Mais les mois passèrent, les tests arrivèrent, et les tentatives frustrées s'accumulèrent comme des lettres sans réponse.
Claire commença à éviter le sujet. Laurent, de son côté, commença à le traiter comme un projet avec une date limite. Prenons un autre spécialiste. Tu prends tes hormones correctement? Peut-être devrions-nous tenter un traitement plus agressif. Elle se taisait, jusqu'au jour où elle éclata en sanglots au milieu de la cuisine et dit « Je ne suis pas une machine à faire des bébés, Laurent. » Il resta silencieux, et ce silence devint un mur. L'amour, qui jadis habitait le toucher et les mots, commença à se cacher dans les recoins de leur foyer. Les dîners perdirent leur saveur, les matins, leur conversation. Ils dormaient ensemble, pourtant ils semblaient des étrangers. Claire demanda de l'espace. Elle dit qu'elle avait besoin de respirer, de comprendre ce qui existait encore entre eux. Laurent, bien que réticent, accepta. Il pensait qu'elle reviendrait. Elle le faisait toujours, mais pas cette fois-ci. Des semaines plus tard, les papiers du divorce arrivèrent. Claire ne demanda rien, seulement sa liberté. Laurent signa, froidement, cliniquement, comme s'il s'agissait d'un autre contrat. Mais quand elle partit, elle emporta quelque chose qu'il ne put jamais récupérer, l'espoir. 3 mois plus tard, elle était morte. Un camion, un virage mal négocié, une destination sans retour. Il pleura seul, dans la salle de bain, en silence. Il ne le dit jamais à personne, ni à ses frères et sœurs, ni à ses associés. Depuis, Laurent ne parla plus jamais d'enfant, ne parla plus de Claire, ne parla plus d'amour. Et maintenant, une fille avec son visage. Un sourire qui semblait venir d'un autre temps, une présence qui rouvrait des blessures qu'il avait enfouies trop profondément. « Comment t'appelles-tu » réussit-il à articuler, sa voix à peine un murmure. « Isabelle », répondit-elle avec un sourire. « Isabelle quoi ?»« Isabelle Moreau. » Son cœur s'arrêta. Moreau, le nom de jeune fille de Claire. Laurent esquissa un faible sourire, mais ce n'était pas un sourire, c'était de l'incrédulité. « Et tu vis par ici ?»« Là-bas. » Elle désigna une maison simple à l'arrière-plan. « Avec ma grand-mère. Ma maman est morte quand je suis né. » Et à cet instant, tout s'emboîta et s'effondra de nouveau. Et il croyait encore pouvoir tout réparer. Laurent retourna à sa voiture, incertain de la façon dont il y était arrivé. Ses pas se sentaient automatiques. Ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine ouvrir la portière. Il s'enfonça dans le siège du conducteur, le moteur toujours inerte, et fixa le rétroviseur, où l'image du marché et de la fille se déformait dans la chaleur. Isabelle Moreau, 9 ans, les mêmes yeux, le même comportement, le même nom de famille. Son esprit tournait en rond. Claire était morte il y a 9 ans. 9 ans. L'âge de la fille. Non, ce n'est pas possible. Mais ça l'était. Et c'était peut-être le cas. Sur le chemin du retour vers la ville, après que sa voiture eut miraculeusement redémarré, Laurent sentit sa poitrine lui faire mal comme elle ne l'avait pas fait depuis très longtemps. Au fond de lui, il savait. Il l'avait toujours su. Claire avait disparu pendant des mois après le divorce, ne répondait pas aux appels, ne répondait pas aux emails. Puis, elle mourut, sans jamais lui reparler. Il avait toujours pensé qu'elle fuyait simplement la douleur, mais peut-être dissimulait-elle quelque chose de bien plus grand, une grossesse. Et si Claire avait eu sa fille, et si elle avait choisi de l'élever loin de lui, par peur, par fierté, par protection? Ces questions brûlaient plus vivement que toute perte précédente, car cette fois, ce n'était pas seulement le passé qui faisait mal, c'était le présent qu'il n'avait jamais eu, l'enfance qu'il avait manquée, les anniversaires auxquels il n'avait pas assisté, les premiers mots qu'il n'avait pas entendus. De retour dans son luxueux appartement, Laurent entra en silence, laissant les sacs de fruits qu'Isabelle avait soigneusement arrangés sur le comptoir de la cuisine. Les tomates sentaient encore la campagne, sentaient Claire. Il alluma son ordinateur, les mains tremblantes. Il avait besoin de réponses. Il chercha des dossiers sous Isabelle Moreau. Rien de pertinent. Puis il tenta autre chose. Les hôpitaux régionaux. Les naissances enregistrées dans la zone rurale ce mois-là, cette année-là. Et là, c'était Isabelle Marie Moreau. Mère, Claire Moreau. Père, non déclaré. Le cœur de Laurent faillit s'arrêter. Il ne savait pas ce qui était pire, confirmer que la fille était la fille de Claire,
ou réaliser qu'elle avait grandi sans connaître son père. Et puis vint le doute le plus cruel de tous. Claire la lui avait-elle cachée par peur ou par ressentiment? Le lendemain matin, Laurent passa un appel qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il retrouva le numéro d'un détective privé qu'il avait jadis engagé pour enquêter sur une affaire de fraude dans son entreprise. Son nom était Antoine. « J'ai besoin de vous pour une affaire personnelle, dit-il sans préambule. Personne disparue? Quelque chose comme ça. J'ai besoin de tout savoir sur une fille nommée Isabelle Moreau, ce qui est arrivé à sa mère, qui l'a élevée. J'ai besoin de réponses. » Antoine resta silencieux une seconde. « Un enfant? Cela pourrait être délicat, Laurent. Vous savez qu'il y a des limites légales à l'enquête sur les mineurs. Je ne veux exposer personne, je veux juste la vérité. » Laurent fournit l'adresse du village, le nom complet de la mère et l'hôpital de naissance qu'il avait trouvé dans les registres publics. « Je paierai le double si vous pouvez le faire en une semaine. » Après cela, les jours devinrent un flou. Il dormait à peine, mangeait à peine. Il allait travailler comme un robot, et chaque nuit, il rentrait chez lui et ouvrait le même vieil album photo où Claire souriait, enceinte de rien, enceinte de tout. Le samedi suivant, il n'en put plus. Il retourna au village. Cette fois, pas de costume, pas de précipitation. Il voulait la revoir. Il en avait besoin. Isabelle était là, arrangeant les mêmes fruits avec la même délicatesse. Quand elle le vit, elle lui offrit un sourire timide. « Vous êtes revenu. »« Je suis revenu. » Cette fois, Laurent acheta des oranges. Il s'assit sur une caisse à côté de l'étal. Il essaya de cacher la boule dans sa gorge. « Tu aimes vendre ici? »« Oui, je parle aux gens. Et ma grand-mère dit que j'ai un don pour ça. » Il la regarda longuement. Et puis, d'une voix basse, il demanda « Sais-tu quelque chose sur ton père ?» Isabelle se mordit la lèvre inférieure. Grand-mère Solange dit qu'il venait de la grande ville et qu'il est parti avant ma naissance. Il n'est jamais revenu. Laurent ferma les yeux. Cela fit plus mal que prévu. Aimerais-tu le rencontrer? Je ne sais pas. Je n'y ai jamais pensé. Mais parfois, quand je vois les papas de mes amis, je me demande ce que ce serait. Laurent déglutit difficilement. À cet instant, il sut. Il était complètement brisé à l'intérieur. Et pire encore, ce n'était pas elle qui avait besoin d'un père, c'était lui qui avait besoin d'une fille. As-tu déjà eu à faire face à un regret arrivé trop tard? Si oui, laisse un oui dans les commentaires. C'est ainsi que je sais que tu es toujours avec moi. Cette nuit-là, Laurent ne put dormir. Allongé dans son lit king size, dans l'appartement où chaque détail était automatisé et silencieux, il se sentait plus petit que jamais. Le plafond blanc semblait plus vide, et le souvenir du sourire d'Isabelle semblait hurler dans le noir. Pendant des années, il avait justifié sa solitude comme un choix. Il s'était dit que Claire l'avait quitté, que tout était dû aux circonstances, que faire cavalier seul était un prix acceptable pour une carrière réussie. Mais maintenant, il savait que c'était une lâcheté déguisée. Et quand il vit dans les yeux d'Isabelle le reflet de tout ce qu'il aurait pu vivre, quelque chose en lui commença à se fissurer. Il ouvrit un tiroir qu'il n'avait pas touché depuis des années. À l'intérieur, une enveloppe jaunie avec de vieilles photos, de lui et Claire souriant, voyageant, rêvant. Sur l'une des images, Claire le regardait comme si elle voyait au-delà. Il tint cette photo pendant de longues minutes, sentant ses yeux picoter. « Si elle est ma fille, » murmura-t-il, comme pour tester le son des mots. « Si elle est ma fille. » C'était comme si l'univers lui offrait une chance de prendre un nouveau départ. Une vraie chance. Mais c'était aussi une responsabilité qu'il n'avait jamais imaginé avoir le courage d'assumer. Le lendemain matin, Laurent appela le détective avant même que le soleil ne se lève. « Antoine, s'il vous plaît, pensez-vous pouvoir obtenir les résultats de l'enquête cette semaine? » « Je suis proche. Mais il y a quelque chose, Laurent. La grand-mère de la fille sait qui vous êtes. » « Quoi? Hier, je suis allé lui parler. Quand j'ai mentionné votre nom, elle a pâli. Elle ne m'a pas laissé entrer, mais ses yeux ont tout dit. » Laurent raccrocha le téléphone, le cœur battant. Alors, Claire avait parlé de lui. La vieille femme savait. Et cela changeait tout. Il passa la journée entière avec une seule pensée qui lui martelait l'esprit. « Je ne sais pas si je suis capable. Mais pour la première fois depuis des années, je veux essayer. » Le samedi suivant, Laurent retourna au village.
Cette fois, il était différent. Il échangea son blazer coûteux contre une chemise simple et un jean foncé. Il laissa sa montre suisse dans le tiroir. Il voulait paraître moins dirigeant et plus humain. Malgré cela, il se sentait déplacé. Le marché était le même. La même odeur de fruits frais, le même sol en terre battue. Mais pour lui, tout portait désormais un poids différent. Isabelle était là, souriant aux clients avec le charme naturel de quelqu'un né pour captiver. Quand elle le vit, ses yeux la parcoururent jusqu'à ce qu'elle le reconnaisse. « Vous êtes revenu !»« Oui, je suis venu chercher d'autres de ces oranges miraculeuses. » Elle rit et commença à séparer quelques fruits, les plaçant soigneusement dans un sac. Laurent observait chacun de ses mouvements comme s'il cherchait à capturer des traces de Claire dans ses moindres gestes. La façon dont elle plaçait ses cheveux derrière son oreille, la façon dont elle plissait le nez en réfléchissant. « Tu viens toujours seule ici ?»« Presque toujours. Grand-mère Solange ne vient que lorsque le stand est occupé. Elle te fait beaucoup confiance, n'est-ce pas ? » ?»« Oui. Elle dit que j'ai hérité de la force de ma mère. » Laurent prit une profonde inspiration, essayant de garder sa voix stable. « Tu te souviens d'elle ? » ?»« Pas beaucoup. Mais grand-mère raconte beaucoup d'histoires. Elle dit qu'elle était douce et têtue, tout comme moi. » Ils rirent ensemble. Le rire vint facilement, mais le silence qui suivit fut lourd. « Et ton père ? Y penses-tu parfois ?» Isabelle hésita. Puis elle répondit avec une sincérité qui piqua, de temps en temps. Comme quand on regarde des films de famille. Ou quand c'est mon anniversaire, et je me demande s'il sait que j'existe. Laurent déglutit difficilement. Il savait. Maintenant, il savait. Et s'il se tenait vraiment devant sa propre fille, le temps perdu ne reviendrait jamais. Mais ce qu'il ferait à partir de là, cela, oui, pourrait tout changer. Si tu pouvais le rencontrer, que lui demanderais-tu ? Isabelle réfléchit un instant. Je crois que je lui demanderais pourquoi il est parti avant même de me connaître. Et Laurent sentit comme un coup de poing dans la poitrine. Il n'y avait plus de place pour le doute. Il devait agir. Mais au fond, la question la plus difficile n'était pas la sienne. C'était la sienne. Est-il encore temps d'être père ? Laurent passa le reste du samedi garé dans sa voiture, à quelques mètres du marché, observant de loin la fille qui, tout indiquait, était sa fille. Isabelle riait avec d'autres vendeurs, aidait une femme âgée à porter des sacs, offrait des bananes à un vieil homme avec une canne avec une gentillesse sans hâte. Et tout cela le brisait de l'intérieur. Elle ne semblait manquer de rien. Elle avait une vie simple mais pleine de sens, le genre de vie qu'il ne saurait jamais comment donner, et qu'il n'avait peut-être jamais vraiment comprise. Quand il rentra chez lui, il trouva un courriel du détective avec des documents joints, actes de naissance, dossiers scolaires, rapports hospitaliers. Tout correspondait. Claire avait accouché seule. Elle était morte pendant l'accouchement. La grand-mère maternelle avait obtenu la tutelle. Père, champ vide. Laurent fixa cet espace vide comme s'il criait. C'est là que son nom aurait dû figurer. Mais il n'y était pas. Et cela faisait plus mal que n'importe quel rejet. Il passa la nuit éveillé, s'allongea sur le canapé, se leva, ouvrit le réfrigérateur, le referma, essaya de regarder la télévision, mais tout semblait dénué de sens. Il alla dans la chambre et fixa son propre reflet dans le miroir. Il avait vieilli, des rides autour des yeux, de la fatigue dans les épaules, et un vide que rien ne pouvait combler. « Tu as une fille » dit-il à son reflet. « Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» La réponse ne vint pas facilement, car il savait. S'il s'approchait, il ne pourrait pas le faire à moitié. Il ne pourrait pas jouer au père du week-end. Il devrait être présent. Il devrait renoncer à des choses, et cela le terrifiait. Comment changer sa vie à 46 ans ? Comment faire de la place pour un enfant alors qu'il savait à peine prendre soin de lui-même ? Et si elle ne voulait pas le connaître ? Et si elle le rejetait comme il avait rejeté Claire tant de fois ? Et si c'était simplement trop tard ? Mais quelque part en lui, Laurent sentit une nouvelle force. Ce n'était pas du courage, c'était une nécessité. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Mais il y avait quelque chose chez Isabelle, la façon dont elle tenait les fruits avec soin, la façon dont elle parlait de sa mère, qui faisait que tout ce qu'il considérait important paraissait trop insignifiant.
Et c'est alors que le téléphone sonna. C'était Madame Solange. Laurent répondit au téléphone d'une voix hésitante. « Bonjour ?» De l'autre côté, une voix ferme, mais marquée par le temps. « C'est bien Monsieur Dubois ?»« Oui. Qui est à l'appareil ?»« Madame Solange, la grand-mère de la petite. » Laurent s'assit lentement dans le fauteuil du salon. Le silence entre eux était épais. Ni l'un ni l'autre ne savait comment commencer. « Je me doutais que vous reviendriez après l'avoir regardée ainsi. Elle est exactement comme Claire, dit-il, la voix nouée. Elle l'est, et pas seulement à l'extérieur. » Encore du silence. « Puis-je venir ?» demanda-t-il. Madame Solange hésita. « Vous pouvez, mais venez sans arrière-pensée. Isabelle n'est qu'une enfant, et elle a déjà assez perdu. » 2 heures plus tard, Laurent était assis dans la cuisine d'une maison simple, sentant le café fraîchement moulu et le vieux bois. Madame Solange le regardait comme qui pèse une promesse. « Claire ne m'a jamais dit qu'elle était enceinte, » commença-t-il. « Elle ne voulait pas vous le dire, » répondit la vieille femme sans hésiter. « Pourquoi ? Parce qu'elle croyait que vous ne sauriez pas aimer la fille sans aimer la mère. Et à ce moment-là, elle avait déjà perdu espoir en vous deux. » Laurent baissa la tête. Chaque mot était comme une coupure nette. « Elle est morte sans me donner la chance de lui prouver qu'elle avait tort. Ou elle est morte en essayant de vous épargner plus de douleur. » Madame Solange se leva, alla vers une vieille armoire et en sortit une petite boîte. De là, elle tira une enveloppe à la délicate écriture de Claire. Sur le devant, il était écrit « Au père d'Isabelle, quand il sera prêt. » Claire a écrit cette lettre la semaine avant d'accoucher. Elle m'a fait promettre que je ne la remettrai que si vous apparaissiez de votre plein gré. Pas par culpabilité, pas par pression, mais par amour. Laurent prit l'enveloppe, les mains tremblantes. Il ne l'ouvrit pas encore. Il avait peur de la vérité qu'il pourrait y trouver. Mais, au fond, il savait déjà. Tout en lui le criait. « Je veux la rencontrer, » dit-il. « Elle mérite de savoir qui elle est. » Madame Solange soupira. « Êtes-vous sûr d'être prêt pour cela, Laurent ? Car si vous ouvrez cette porte, vous ne pourrez plus partir. » Laurent la regarda dans les yeux. « Elle a vécu toute sa vie sans moi. La question maintenant n'est pas de savoir si je suis prêt, c'est de savoir si je peux vivre un jour de plus sans elle. » En fin d'après-midi, Isabelle rentra tôt du marché, portant un sac vide et un sourire fatigué. « Grand-mère, j'ai tout vendu. » Mais elle s'arrêta en voyant Laurent dans la cuisine. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Vous êtes revenu ?» Il se leva lentement. « Oui, et j'ai quelque chose d'important à te dire. » Elle regarda sa grand-mère qui hocha la tête silencieusement. Puis elle fit face à Laurent. « C'est à propos de ma maman, c'est à propos d'elle. Et de toi. » Il s'agenouilla devant elle, la voix tremblante. « Isabelle, je crois que je suis ton père. » La jeune fille le regarda, les yeux trop grands pour une révélation aussi monumentale. Un instant, le temps s'arrêta, et puis elle dit doucement « J'ai toujours pensé que vous n'existiez pas. » Laurent sourit à travers ses larmes. « Et j'ai passé toute ma vie sans savoir que tu existais. » Isabelle réfléchit quelques secondes. Puis elle demanda « Si c'est vrai, resterez-vous ?» Il n'hésita pas. « Oui, si tu veux bien, je ne partirai plus. » Elle s'approcha lentement de lui et le serra dans ses bras. C'est là, dans ce geste à la fois petit et immense, que tout changea. Le dirigeant se dissipa. Le père renaît, et pour la première fois depuis très longtemps, quelqu'un resta. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette étreinte dans la cuisine de Madame Solange. Sur le porche de la petite maison qu'il avait achetée à quelques kilomètres du village, Laurent regardait maintenant la fin de l'après-midi. Une tasse de café à la main, tandis qu'Isabelle jouait avec un chien errant qu'ils avaient adopté. Son nom était Flaubert, en l'honneur de l'auteur préféré de sa mère. La maison était simple, avec un sol en béton poli, de vieilles fenêtres et un jardin qu'il n'avait pas encore appris à entretenir. Mais là, il trouva quelque chose qu'aucun de ses appartements de luxe n'avait jamais offert, la paix. Chaque jour, il conduisait Isabelle à l'école, l'aidait avec ses devoirs. Il apprit à faire du riz à l'ail et à réparer un robinet qui fuyait. Et petit à petit, il découvrit qu'être père, c'était moins tout savoir et plus être prêt à apprendre. Madame Solange resta une présence constante.
Elle apparaissait avec des gâteaux, des plants de basilic et des conseils avisés. Parfois, elle s'asseyait simplement sur le canapé avec eux pour regarder la télévision et somnoler. Un matin, alors qu'il rangeait le sac à dos d'Isabelle, elle le regarda et demanda « Tu es heureux ici ?» Laurent réfléchit un instant. Il vit la fille mettre sa sandale au mauvais pied, le chien aboyer après un papillon, la vieille radio de la cuisine diffusant de la musique folklorique. Et il répondit calmement « Je n'ai jamais été aussi heureux. » Cet après-midi-là, ils visitèrent ensemble la tombe de Claire pour la première fois. Ils apportèrent des fleurs et un livre de poèmes. Isabelle lut à voix haute un passage de Charles Baudelaire, puis se tut, tenant la main de son père. Quand ils quittèrent le cimetière, elle dit « Maintenant, tout semble être en ordre. » Laurent sourit. Non pas parce que tout était parfait, mais parce qu'il était enfin complet. Il n'avait pas conquis le temps, ni annulé ses erreurs. Mais il avait reconstruit avec ce qui restait. Et cela était plus que suffisant. Laurent apprit, de la manière la plus difficile possible, que l'amour sans présence n'est qu'un souvenir, et que le temps, même quand il fait mal, peut guérir, si l'on a le courage de recommencer. Pendant des années, il crut que bâtir un empire revenait à bâtir une vie, mais aucun bâtiment qu'il érigea n'était aussi solide que le regard d'Isabelle quand elle l'appela « papa » pour la première fois. Il n'a pas été témoin de son premier cri, ni de son premier pas, de sa première dent, de son premier dessin à la gouache. Mais maintenant, il avait aujourd'hui, il avait l'odeur de ses cheveux après le bain. Il avait la chance d'être là pour la foire scientifique, la pièce de théâtre scolaire, les cauchemars de minuit, et il découvrit qu'être père, c'était cela, non pas où tu étais quand tout a commencé, mais où tu choisis d'être maintenant. La lettre de Claire, qu'il lut quelques jours après cette première rencontre, disait « Si tu lis ceci, c'est parce que tu as eu le courage de te présenter. Merci de lui avoir donné ce que je n'ai pas pu. Et de t'être donné ce que tu as toujours eu peur de mériter. » Ces mots résonnent encore dans son esprit aujourd'hui, car au final, Claire ne lui a pas seulement laissé une fille, elle lui a laissé une nouvelle chance d'être un homme meilleur. Et peut-être que toi, qui regardes ceci, portes aussi d'anciens regrets, ou attends un nouveau départ qui semble impossible. Mais la vérité est que la vie ne donne pas toujours de secondes chances. Quand elle les donne, nous ne pouvons pas les gaspiller. Parfois, on ne peut pas revenir en arrière, mais on peut être vraiment dans ce qu'il en reste. Si cette histoire t'a touché d'une manière ou d'une autre, si à un moment donné ton cœur s'est serré, laisse un « j'aime » ici. C'est la façon la plus simple de dire « j'ai ressenti ça aussi ». Maintenant, dis-moi en commentaire de quelle ville tu regardes. Sérieusement, je les lis tous, et je tiens à répondre avec gentillesse à ceux qui prennent le temps de commenter. Et si tu crois au pouvoir des histoires comme celle-ci, abonne-toi à la chaîne. Nous avons encore tant à vivre ensemble ici. Ne pars pas maintenant. Choisis l'une des deux histoires que j'ai laissées à l'écran pour que tu la regardes ensuite. On se retrouve dans la prochaine vidéo.